mes chers amis, comme promis, voilà, nous revenons cette fois-ci avec des détails pour la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut pour la sécurité? Est-ce que la RDC est sécurisée? Est-ce que la RDC n'est pas sécurisée? Nous parlons plus spécifiquement du Congo démocratique. Alors, M. Yannick, vous avez tout le temps et le micro est à vous et parlez-nous de la sécurité de la RDC. Dites-nous si la RDC est sécurisée. Alors, je vous laisse avec M. Yannick. Je vais me taire. Merci beaucoup. Voilà, merci pour l'invitation et je pense que nous allons partager. Voilà. En ce qui concerne la sécurité aujourd'hui, nous voulons dire quoi? Nous voulons parler d'abord que la sécurité nationale d'un pays, elle est assurée par ce qu'on pourra dans des termes techniques citer comme apparatus de sécurité. Et lorsqu'on parle d'apparatus de sécurité, on voit la police et l'armée. Dans la notion la plus simpliste de la police et l'armée, on nous dit que la police, elle doit veiller pour les bandits internes, tandis que l'armée, elle doit veiller contre les menaces externes. Voilà. Dans tout ça, vous allez aussi trouver ceux-là qui sont en uniforme et ceux-là qui ne sont pas en uniforme, dépendamment de leur fonction. C'est-à-dire, là, on va parler des services de renseignement et tout ce qui est lié au renseignement. Voilà. Maintenant, nous voulons ici parler d'une problématique très souvent négligée ou bien méconnue par ceux-là qui sont censés de conseiller ou bien d'apporter des conseils pour mettre en place un système de la sécurité nationale de la République démocratique du Congo en particulier, parce que c'est le chapitre qui nous intéresse. Par là, nous voulons introduire, pour ceux-là qui n'ont pas encore appris, parce que nous n'avons pas le monopole de la connaissance, nous nous adressons en cherchant une certaine complémentarité. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore été informés, voilà, c'est l'opportunité que nous offrons. Ici, nous voulons parler de la théorie ou bien de la notion de la densité militaire. Très souvent, lorsqu'on utilise le terme densité, on s'imagine la population par rapport aux terres ou bien aux espaces occupés dans un étendue spécifique. Mais ici, quand on parle de la densité militaire d'un pays, on s'est dit combien de militaires, par exemple, par kilomètre carré, je m'excuse, c'est un peu comme ça. Alors, précisément à notre question sur la République démocratique du Congo. L'une des problématiques de la sécurité en République démocratique du Congo, c'est sa densité militaire. Vous vous imaginez les pays, appellation bien contrôlée, scandale géologique, les pays, appellation bien contrôlée, les pays les plus riches au monde en termes de ces ressources minérales, c'est-à-dire on va parler des minéraux, un pays qui contient tout ce qui est au monde, les dépotoirs de Dieu, l'entrepôt là où Dieu avait déposé tout ce qu'il avait. Donc pour les scientifiques, on nous dit aussi que tout ce qui est sur le tableau Mendeleev qu'on apprend en chimie à l'école secondaire se trouve en République démocratique du Congo. C'est-à-dire c'est le pays potentiellement le plus riche. Et lorsque vous êtes le pays potentiellement le plus riche et que vous n'avez pas de garde et pour garder ce que vous avez, qu'est-ce qui va arriver? Dans les termes concrets, nous voulons ici parler. Vous savez que la République démocratique du Congo a une superficie de 2 345 000 km². Si on doit aller dans l'imaginaire et penser de la densité militaire de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire combien de militaires par km² et par rapport à la superficie qui n'est autre que de 2 345 000 km et plus. Et les statistiques qu'on essaie de nous balancer nous disent que la République démocratique du Congo a un effectif d'au moins 200 000 militaires et policiers combinés. C'est ça l'apparatus sécuritaire. Alors, les effectifs, si on peut faire recours en ligne ici, on nous dit que
l'estimation de la population de la République démocratique du Congo est en 2024, il est de 100 millions, 109 millions 717 326. Bon, disons à peu près 110 millions. Ça, c'est l'effectif, c'est la population entière de la République démocratique du Congo. Et vous avez dit, nous avons combien de militaires? Voilà. Dans ces pays qui a une population de 110 millions, vous avez des militaires et policiers combinés. Donc ici, nous voulons être précis dans le terme. Lorsqu'on parle de l'apparatus sécuritaire, on voit l'armée et la police. Chaque fois quand nous allons prononcer apparatus sécuritaire, on voit l'armée et la police. Alors, l'apparatus sécuritaire de la République démocratique du Congo est estimé à 200 000 militaires pour une population de 110 millions. Pour un territoire dont l'espace est 2 345 000 km². Ici, lorsqu'on va parler de la densité militaire, on regarde maintenant la superficie de la République démocratique du Congo divisée par les effectifs de l'apparatus sécuritaire. C'est-à-dire 2 345 000 divisé par 200 000, ça nous donne 0,005 des militaires. C'est-à-dire que par kilomètre carré en République démocratique du Congo, nous n'avons même pas, donc par kilomètre carré, donc, nous n'avons pas un militaire pour sécuriser. Donc chaque 1 km carré en République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo est incapable d'avoir un militaire par kilomètre carré pour sa sécurité. C'est ainsi que... C'est-à-dire moins même qu'un décamètre carré, puisque voilà. Si c'est 0,0, voilà. C'est-à-dire kilomètre c'est trop grand, même dans un décamètre carré, voilà. On n'a même pas un militaire. Si on peut poser la question de savoir combien de militaires sécurisent 1 km au Congo. Un décamètre. Non, 1 km carré. Ouais. Allons dans kilomètre carré. C'est-à-dire si on peut nous dire que par kilomètre carré, en République démocratique du Congo, il y a combien de militaires? Vous devez retenir qu'il y a un militaire coupé au moins en 10 morceaux. Donc, Moussounia Soda, Soda Mobimbate. C'est-à-dire que quelques morceaux d'un militaire qu'on a découpé, décapité. Alors, c'est pour montrer que, avec tout ce qu'il y a comme ressources en République démocratique du Congo, d'abord, c'est le nombre des effectifs de l'apparatus. Le reste vient après. Donc, le nombre d'abord des militaires pose un problème en République démocratique du Congo. Vous savez, par exemple, un coin comme Walikale. Et Walikale, c'est au nord Kivu. Walikale est plus grand que le Rwanda, par exemple. Mais Walikale, à lui seul, n'a même pas 200 militaires. Vous prenez par exemple à Fizi, c'est au sud Kivu. Fizi, c'est là où il y a la frontière entre le sud Kivu, donc les Kivu et les Katanga, vers la rivière Kimbi. À Fizi est une grande étendue, plus que le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda confondus, combinés. Mais Fizi n'a même pas 700 militaires. Fizi n'a même pas de camp militaire. Fizi n'a même pas... Donc, avant de parler même de cet apparatus sécuritaire, on doit s'imaginer où est-ce qu'ils sont logés. Et la police à Fizi? C'est ce que nous disons combiné. Non, mais je veux spécifiquement, voilà. Comme tu as dit qu'il n'y a pas de militaires, je veux savoir s'il y a des policiers, il y a la présence de beaucoup de policiers. Non, il n'y a pas beaucoup de policiers, mais quelques policiers dont l'équivalent de 0,00. Voilà. Et pas par kilomètre carré. Oui. Et à Fizi, là, par exemple, vous avez des montagnes et des montagnes d'or. Allons à Walikale, c'est là qu'il y a le coltan et tout ce qu'on dit. Maintenant,
cette étendue-là Oui. n'est pas sécurisée. C'est-à-dire, on doit, pour sécuriser d'abord la République démocratique du Congo, c'est-à-dire, on doit se poser d'abord la question de combien de militaires ce pays a. Regardez le cas de la Chine, par exemple. La population chinoise avec son armée. Ouais, ouais. C'est Vous la regardez plus le grande cas, armée au monde. le cas des États-Unis. C'est l'armée qui est parmi les grands employeurs du pays. Israël, par exemple. Israël, Tout le l'armée monde est parmi... tout le monde est militaire. Et surtout, Tout le monde. lorsque, Tout le monde. lorsque la République démocratique du Congo est en proie de tous les prédateurs du monde. Mhm. Ouais, ouais. La République démocratique du Congo est en proie de tous les prédateurs du monde. Vous le citez, ils cherchent à aller au Congo. Mais maintenant, mais c'est Yannick, que faudrait-il? C'est déjà trop tard de poser des questions s'il y a une solution. Mais donc, à long terme, qu'est-ce qu'il devrait faire depuis tout ce temps? Et tous ces gouvernements qui viennent de passer, toutes ces successions de gouvernements, puis Mobutu jusqu'à présent. Je ne sais pas si dans le temps de Mobutu, il y avait assez de militaires ou pas, mais qu'est-ce qu'il fallait faire jusqu'au moment où nous sommes? Et à partir du moment où nous sommes, qu'est-ce que vous croyez que voilà, les gouvernements à venir doivent faire pour comment amplifier ce que vous avez appelé apparatus De sécurité. de sécurité? Ce n'est pas les gouvernements futurs, c'est maintenant ou jamais que les dirigeants, les décideurs de la République démocratique du Congo doivent d'abord penser. Alors, mais il y a aussi un problème, c'est-à-dire le recrutement doit s'accélérer, mais pendant que le recrutement est en train de s'accélérer, on doit aussi penser aux infrastructures. Dès que le recrutement est fini, la formation est finie, on va les accueillir où? Sinon, vous êtes en train de former des bandits en uniforme, comme on peut utiliser le vocabulaire de Thomas Sankara. Mais ce que je suis en train de poser comme question ici est que toutefois que vous parlez de la RDC, que vous regardez les images, tout le monde dit qu'ils sont prêts à aller se battre. Et je ne sais pas s'ils sont prêts à aller se battre ou à aller voler ou s'ils sont prêts à aller, c'est pas faire quoi. Je ne sais pas ce qu'ils pensent dans leur tête au juste. Et faudrait-on même penser à recruter ces gens sans toutefois et faire des campagnes de patriotisme, puisqu'en réalité, vous pouvez former autant de monde que vous voulez. Et les enfants de Mobutu sont allés se faire former, je ne sais pas où, mais c'était tous des voleurs. Et c'était des brigands. Et alors, cette formation-là, alors, faudrait-on aller former, recruter, ou bien d'abord une campagne de patriotisme? Non, tout se passe dans le centre de formation. Lorsque vous citez le patriotisme, j'aimerais un peu récupérer ou bien éclairer la lanterne. C'est comme Sankara disait, tout militaire qui n'a pas passé qui n'a pas subi l'éducation civique, le civisme. Donc un militaire sans civisme, c'est un bandit en uniforme. Mais le problème est que donc, vos parlementaires ont tous subi cette éducation civique-là. Ils sont tous des grands voleurs. Comment vous voulez m'expliquer une éducation civique qui fournit beaucoup de voleurs comme les parlementaires au Congo? Oui, c'est parce que on n'applique pas ce que Michel Foucault avait appelé reward and punishment, c'est-à-dire la récompense et la punition. Et dans son livre intitulé The Birth of the Prison, la naissance de la prison, Michel Foucault explique Annie, oui. Comment voudriez-vous qu'une souris punisse un chat? Tous ces parlementaires-là sont comme des chats et avec leur, je ne sais même pas
celui qui est au-dessus des chiens, qui envoie ses Le chats. maître chat. Le maître chat. Non, c'est Tous ces chats avec le maître chat. Et que toutes ces souris-là que nous sommes, ils sont sur nous. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ouais. On doit parler de choses concrètes. Voilà. Mugabe arrive au pouvoir en 1981-82. Parce qu'il n'a pas été le premier président au Zimbabwe à l'indépendance. Avant Mugabe, il y avait Canaan Banane. Lorsque Mugabe devient président, il dit que nous avons un problème sérieux avec tous les démobilisés de guerre qui étaient des Mai Mai, qui étaient des Wazalendo, qui étaient. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il dit oui, il y a des mécanismes de mise en place pour que chacun se retrouve à une place, c'est-à-dire la démobilisation et tout ce qu'il y avait. Je ne vous coupe pas, mais je crois que les Mai Mai sont beaucoup plus disciplinés que tout autre militaire. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous allons parler. Mais Mugabe, il a d'abord renforcé quoi? Il a d'abord renforcé l'institution de la prison. Même sur ce qui concerne la République démocratique du Congo, lorsque tout le monde apprend qu'on est en train de construire une prison quelque part, même lorsque vous passez dans un site... C'est ça que Kagame a fait. Non, lui il a trouvé des prisons qui étaient là, en 1930, c'est la prison qui a toujours été là-bas. Donc même vous là-bas, chaque fois quand vous passez dans le quartier, et on vous montre que non, vous avez ce chantier-là, vous dites non, je ne sais pas si de quoi est-ce qu'il s'agit. Non, on est en train de construire la prison. Non, la police par exemple. La police. Même si on vous montre que vous voyez ces conteneurs-là, non, on a approché la police de la population. Et directement, vous commencez à couper vos ongles, si vous aviez de longs ongles. Parce que vous savez qu'il y a la police là-bas. Même ces ministres, même ces voleurs au Congo, ces voleurs en chef au Congo, ces chefs de bande au Congo, dès qu'ils apprennent qu'on construit des prisons un peu partout, il n'y a plus de prisons que des universités. Parce que les universités ont formé des voleurs. Maintenant, il faut chercher à ce que les prisons fassent le rôle des universités. Vous allez en prison et vous sortez de là-bas, vous êtes un bon citoyen, comme les universités ont échoué en République démocratique du Congo. Alors, Mugabe a construit des prisons là où toutes les conditions étaient réunies. Vous pourriez rentrer, quitter la prison, vous avez déjà appris un métier qui va vous aider maintenant à être un bon citoyen. Et au Zimbabwe, avec Mugabe, lorsque vous entrez en prison, vous y sortez après avoir servi votre mandat de la prison. C'est-à-dire, en République démocratique du Congo, l'institution prison n'est pas la terre promise des criminels. C'est-à-dire, puisque vous avez le pouvoir judiciaire, voilà. Le pouvoir judiciaire doit bien fonctionner avant d'avoir toutes ces prisons-là. Puisque sinon, nous voyons en Amérique du Sud, il y a beaucoup de grèves, beaucoup de riots, donc des rébellions dans des prisons, tout simplement puisque les institutions judiciaires ne fonctionnent pas bien. Les mêmes vendeurs de drogue sont des policiers, ils sont des juges, sont donc des juges drogués qui vont... Donc, alors, vous, oui, là c'est la loi de la mafia. Voilà, ne croyez-vous pas que nous, c'est la RDC pour le moment, avec ces prisons-là, ceux qui seront là seront tout simplement les bons citoyens. Non, moi ce que je veux parler ici, c'est le rôle positif de la prison. Ok, rôle positif, voilà. Le rôle positif de la prison, c'est-à-dire comme disait Michel Foucault dans son livre The Birth of the Prison. Mais pour avoir un rôle positif, il faut qu'il y ait des ingrédients positifs. Non, c'est-à-dire que... La RDC n'a pas des ingrédients positifs. Voilà. C'est pour dire que lorsque on met les hommes qu'il faut à la place, parce que c'est la crise d'hommes qui gangrène la République. Tous les juges, les avocats sont des mafieux. Donc,
Vous savez, il y a des penseurs. J'avais fait un texte que j'avais envoyé hier avec notre Premier ministre ici, qui s'est dit qu'il était un avocat, c'est un homme de droit. Voilà. Il n'y a que deux options. Soit que vous soyez un menteur, soit que vous soyez un homme de loi. Voilà. Mais comme il a déjà prouvé à maintes reprises, c'est un menteur en chaîne. Compulsif. Il ne peut pas nous tromper ici pour dire que non, il est notre Premier ministre et qu'il fait des droits, qu'il est pour la loi. C'est un menteur, il a prouvé à maintes reprises. Alors, vous trouvez des avocats comme ça partout en RDC, tout se passe dans le mafia. Il n'y a même pas moyen de respecter un avocat. Ce ne sont pas les avocats qui posent un problème. Mais ils apprennent à voler. Non, ils n'apprennent pas à voler. Je vais vous dire une chose. Lorsque les garants, le magistrat numéro 1 de la République dit que la justice congolaise est malade, ça c'est le discours direct du président Félix Tshisekedi. Peut-être qu'il a vu que ça c'était la réalité. La chose c'est quoi? Lorsque vous, qui avez le pouvoir de décider qui va en prison, sur base des preuves, sur base des infractions, au lieu de mettre les gens en prison sur base des infractions, mais vous devenez aussi comme un pleurnichard. Non, il n'est pas pleurnichard. Dans ce sens-là, moi je vais lui défendre. Pourquoi? Bon, disons, vous êtes un génie de voiture et de géographie dans le nord-ouest de l'Angleterre. Je peux être un Anglais. Je dis, mais non, monsieur Yannick, c'est là où vous y connaissez mieux. Opérez, faites à ce que tout le monde qu'on va envoyer ait une carte et aille définitivement dans les lieux qu'il faut, dans le nord ou ouest de l'Angleterre. Si vous faites faillite, est-ce que c'est moi qui ai fait cette faillite? Et ceux qui volent là, ces mêmes avocats, ont le droit de poursuivre le président s'il est en erreur. Pourquoi ils ne le font pas? Puisqu'ils sont automatiquement, ça c'est mon avis, voilà. Ils sont eux-mêmes très corrompus intérieurement, extérieurement, et intellectuellement, moralement et physiquement. Écoutez, la question des magistrats congolais, moi je peux dire que ce sont ce qu'on appelle les easy targets en anglais, pour la simple raison que, oui, ils sont faciles à pointer les doigts. C'est vrai qu'en République démocratique du Congo, la justice est malade. Mais une chose qui m'a mise d'aller en rétrospection, la justice en République démocratique du Congo, aujourd'hui on parle des conséquences de cette maladie. Elle a été malade depuis que le papa de celui qui se plaint aujourd'hui était le ministre de la Justice. Depuis l'éternité que moi j'ai vécu. Lorsque Saint-Étienne de Limete était devenu ministre de la Justice en République au Zaïre, c'est là que la justice était paralysée. Mais voilà. Comme cela n'est pas le débat, on se dit aujourd'hui, est-ce que les pays a déjà mis les juges, les magistrats dans leurs droits pour qu'ils ne puissent pas chercher à brouter à gauche et à droite? Les magistrats ont une éducation. Ils ont une éducation, mais ils ne vont pas manger l'éducation. C'est ça le danger. Vous êtes en train de les défendre. Non, je ne les défends pas. Je dis ceci. Ça leur encourage de devenir mafieux. Non, je ne les encourage pas de devenir mafieux, mais on doit d'abord dire que la responsabilité doit être partagée. Soit la malhonnêteté de ces magistrats de l'État. Non, je dis ceci. La responsabilité doit être partagée. Quelle responsabilité? Par exemple, oui. Si les magistrats percevaient leur salaire et qu'on les trouvait que les gens qui perçoivent leur salaire sont encore dans les mafias. Oui.
je ne fais pas l'apologie de la corruption. Pour ce qui est des magistrats, lorsque vous n'êtes pas satisfait de vos salaires, démissionnez. Ce n'est pas seulement démissionner, il y a beaucoup de voies à démontrer et à faire résistance et réclamer les droits. Les magistrats, s'ils trouvent des chemins courts pour faire ce qu'ils veulent, je ne trouve aucune excuse, puisque la plus grande moralité qu'il y a pour un intellectuel, c'est d'avoir l'éthique intellectuelle. Et éviter la compromission. Si un médecin finit par aller tuer tout le monde, c'est que son serment d'Hippocrate n'a pas été un bon serment. Un serment honnête alors. Ça n'a pas été l'honnêteté et, Voilà. et il ne l'avait pas dans sa tête. Totalement raison. Revenons à ce que je pense nous étions en train de parler. De la sécurité, puisque tout ça contribue pour la sécurité de l'État. Lorsqu'on dit que la justice congolaise est malade, on oublie aussi que la médecine congolaise est malade, là où le système a été instauré de paye ou crève. Une femme qui vient dans la douleur d'enfantement, on dit qu'elle doit d'abord payer avant que l'accoucheuse la touche. C'est le système... Paye ou crève. Oui, c'est le système qui a été et qui est mis en place. C'est comme ça même aux États-Unis. On parle du Congo ici. C'est-à-dire qu'un mal ne peut pas être justifié par un autre mal. Si les Américains font ce qu'ils font, on s'en fout d'eux, on les laisse gérer leur monde. Mais nous, on doit chercher à aller dans un monde qui vaut la peine. Donc, moi, je parle dans le contexte d'un Congo où vivre et réussir peut être possible. Je veux dire quoi? Je veux dire que ce n'est pas seulement la justice congolaise qui est malade, l'enseignement est malade, l'armée est malade, la police est malade, la présidence est malade. C'est comme si on chantait la chanson cadavrée. Tout le monde est cadavré. Tout le monde est cadavré. Voilà, au Congo, tout le monde est cadavré. Ce n'est pas seulement la justice. Même la présidence est malade. Parce que le président lui-même, il se plaint. Il se plaint contre Kagame. Il se plaint contre Kabila. Il se plaint contre Katumbi. Il se plaint contre tout le monde. Pourtant, notre emblème, jusqu'à présent, demeure l'emblème que Mobutu avait, qui est justice, paix et travail. Alors, nous parlons aujourd'hui de justice. Cet apparatus-là de justice et de sécurité et de notre État. Et alors, quand vous m'expliquez ces histoires, et je voulais savoir, je ne sais pas si vous avez des données, donc des démographies et des systèmes judiciaires. Est-ce que tout s'est confiné à Kinshasa ou c'est décentralisé, où il y a égalité des juges à Kisangani, à Lubumbashi, à Butembo et partout? Je crois que tous ils sont régis par le même ministère de la Justice. Mais donc, puisque en réalité, avoir une justice, tout le monde est centré dans ces villes-là qui sont confinées où tout le monde va vivre. Alors qui va livrer la justice à l'exemple. Quand je parle avec les gens de l'Afrique de l'Ouest assez souvent, ils disent que non, pour avoir une justice, parfois certains vieux doivent marcher 2 ou 3 jours avant d'arriver là où il y a une cour de justice. Voilà. Et puis, ils arrivent là, on leur parle tout dans une langue qu'ils ne comprennent pas, qui est le français. Tout est écrit en français. Ils ne comprennent pas. Il n'y a que leur, peut-être, si on désigne quelqu'un pour leur représenter, sinon personne, pour leur dire que non, vous devez payer ceci, ou bien vous allez en prison pendant 3 jours. Vous comprenez de là où je viens. Voilà. Oui. Je vais vous dire une chose, ça m'amène à révéler un autre système de voler les parcelles au Congo. Vous êtes dans un milieu très très loin, en province par exemple. Vous allez provoquer un dossier avec quelqu'un pour sa parcelle.
Vous allez au parquet localement, le juge va se pas prononcer le jugement qui n'est pas en la faveur du vrai propriétaire, ou bien la manière que ça va se faire, vous allez en recours, jusqu'à ce qu'on va vous dire que ce dossier sera jugé à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, elle est à Kinshasa. Vous qui êtes en province, vous ne connaissez ni personne à Kinshasa, vous n'avez ni moyen d'aller à la Cour de cassation. On ne peut pas. Comment peut-on appeler, et si vous avez un terme pour appeler un tel pays? Est-ce que le pays va te payer le ticket pour aller? C'est-à-dire que tout ça, c'est dans le diagnostic de cette maladie de la justice. De l'injustice. Oui, c'est seulement, on dit seulement que la justice est malade, sans pour autant parler de ces magistrats, de ces juges qui envoient quelqu'un qui est à Fizi à la Cour de cassation de Kinshasa. Ça n'a pas de sens. C'est pour autant dire que la justice est malade sur tous les niveaux. La justice en elle-même, elle est comme une boulangerie, une brasserie, des arnaques, des vols. C'est un peu ce que... Alors, revenons maintenant. Vous avez dit, si il faut faire quelque chose pour qu'il y ait l'apparatus de sécurité, oui, c'est maintenant. Que faut-il faire? On a parlé des pays comme les États-Unis, la Chine qui ont beaucoup d'armées, on a parlé d'Israël. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour le Congo? D'abord, il faut qu'il y ait des autorités qui sont courageuses, qu'ils prennent des décisions courageuses. Qui envoient leurs enfants dans l'armée. Non, c'est pas nécessairement ça. Qu'ils aient d'abord, qu'ils savent d'abord ce que une armée. Et parce que le problème du Congo, là où je dois insister, un ministre de la Défense, un chef d'état-major, un général, qui va faire recours au pasteur pour un problème militaire. Un pasteur militaire? Non. Un pasteur civil qu'on amène pour qu'il vienne prier. Non, peut-être un pasteur israélien. Non, vous comprenez. C'est-à-dire qu'on doit chercher. Je rigole, ça, voilà. Donc, il y a des sottises. À défaut. Il y a des sottises à un niveau où tu regardes, mais lorsque quelqu'un n'a jamais à comprendre. Lorsque quelqu'un est catapulté général à cause de ses accointances géopolitiques, et que, je vous fais un exemple, ça j'avais lu dans un journal que je ne vais pas faire la publicité, c'est lorsque les forces de l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila avançaient, menaçaient le Congo de Mobutu. Et Mobutu, qui envoie ses généraux aller négocier les renforts en provenance de chez Savimbi. Et lorsque Savimbi voit les militaires qu'on lui a envoyés, de gros ventres, des gens qui ne peuvent pas faire des pompages, et Savimbi, dans lui-même, il s'est dit, je n'ai pas de soldats, de militaires à envoyer dans le risque comme ça. Et puis il fait asseoir les généraux de Mobutu, des commerçants, et Savimbi leur dit que, ok, vous êtes venus chez moi demander le renfort militaire. Il n'y a pas de problème. Mais j'espère que vous avez au moins une idée de la progression des rebelles et consorts. Maintenant, la simple chose que je vous demande, dessinez-moi la carte de la République démocratique du Zaïre et puis présentez-moi les emplacements là où vous allez mettre les militaires, là où mes militaires vont se retrouver. Et les soi-disant généraux n'étaient pas même capables de dessiner la carte du Zaïre. Maintenant, dans une armée comme ça,
Qu'est-ce que vous attendez? C'est triste, c'est triste. Mais combien de militaires avons-nous besoin pour sécuriser la RDC? Pour sécuriser la RDC, je peux dire qu'on peut avoir besoin de tous les militaires. D'abord, c'est là que vient la notion de... 109 millions, non, non. 110 millions Non, d'habitants. non. Je vais vous répondre, c'est vous qui avez posé la question. Oui. Pour sécuriser la République démocratique du Congo, il faut introduire la notion de 1860. Quand je dis 1860, donc 18 hashtag 60, pour ne pas confondre avec l'année 1860. 1860, c'est-à-dire que au lieu d'embrayer les gens avec d'autres histoires, il faudrait qu'il y ait une loi qui va être passée, et cette loi va dire que chaque Congolais de 18 à 60 ans, il est automatiquement soit dans l'armée, soit un réserviste formé. C'est ça ma réponse à votre question. À la question de savoir quel peut être l'effectif des troupes de la République démocratique du Congo, on doit répondre en disant que l'introduction de 18 hashtag 60. Ça vaut la peine de revoir. Mais Et dans ça, il y a un sous-chapitre qui dit que... Je crois qu'il faut que tout celui qui veut devenir un parlementaire soit d'abord un militaire pour qu'il soit discipliné. Ce que je vais aller, il y a un sous-chapitre après le 18 hashtag 60, le sous-chapitre dit ceci. Et chaque Congolais de 18 à 60 ans, il a la responsabilité personnelle de se maintenir en bonne forme physique, à moins qu'il soit déclaré malade par un médecin indépendant. C'est-à-dire, si vous mangez beaucoup le bon seca et perdez votre forme, vous devenez McDonald's, si McDonald's quelque chose, c'est de votre responsabilité. Vous devez maintenir votre fitness. Mais on maintient la fitness quand on a l'éducation de maintenir ce fitness-là. Au moins, comme vous dites, que faire une formation militaire, puis c'est là on va vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Et vous aurez aussi même comment vous adapter à faire les exercices toutes les semaines. Voilà. Et là, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ça. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire aux auditeurs. Le dernier mot à dire aux auditeurs, c'est que je paraphrase Franck Fanon qui avait dit « Chaque génération, dans une opacité relative, doit affronter sa mission, la trahir ou l'accomplir. » C'est-à-dire que nous sommes libres de devenir des corrompus. Nous sommes libres de renoncer à la corruption. Nous sommes libres d'encourager les gens de nos tribus à détruire le pays. Nous sommes libres. C'est à nous le choix. Et nous sommes au moment des combats ou bien lutte des valeurs. Les temps n'est pas à notre côté, n'est pas notre allié, parce que nous avons accumulé trop de retard. C'est-à-dire que chacun là où il se trouve identifie d'abord sa mission générationnelle. Que chacun parmi nous se fasse une distribution des rôles pour lever les défis. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, mes chers amis. J'étais tout simplement un facilitateur à poser ces questions et vous nous avez suivis, vous allez toujours nous suivre et de temps en temps,
vous remercions de nous avoir suivis. Si vous avez des commentaires, faites-les et informez-nous. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Nous allons toujours chercher des gens qui peuvent répondre à ces questions, comme M. Yannick Moulonda vient de vous expliquer à profondeur les mots, ce qu'il faut. Et voilà. Et il y a beaucoup de questions à répondre, à se poser. Et si vous avez d'autres réponses à ajouter sur ce qu'il a dit, commentez. Nous vous remercions, merci beaucoup et restez à bonne santé. Alors, au revoir à tout le monde.